Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser de près au système d'asile en France. C'est un système essentiel, mais qui fait face à un défi de plus en plus grand, un défi qui menace son existence même. D'un côté, on a la vraie demande d'asile, une démarche vitale pour fuir la persécution. De l'autre, c'est un détournement du système, un simple raccourci pour obtenir des papiers. Au cœur, l'asile, c'est un processus humanitaire, mais il est de plus en plus confronté à des abus, ce qui crée deux réalités complètement opposées. Pour bien comprendre, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a dû fuir son pays et qui cherche protection. En France, c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est chargé de cette mission. C'est un droit international conçu pour protéger les personnes qui sont réellement en danger. Et c'est là que ça se complique. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est de voir comment ce système est exploité, et pas juste par des individus isolés, mais par de véritables réseaux organisés. Alors, première tactique qu'on observe, celle de l'usurpateur tibétain. Et c'est assez bien rodé, comme on va le voir. Le mode opératoire est impressionnant de précision. On choisit des citoyens népalais qui ont des traits asiatiques, on leur fait suivre une formation d'1 ou 2 mois pour qu'ils apprennent la langue, la culture, la religion tibétaine. Ils vont jusqu'à supprimer leur profil sur les réseaux sociaux pour effacer toute trace de leur vraie vie. Et hop, ils déposent un dossier à l'OFPRA en prétendant fuir la persécution au Tibet. C'est vraiment la preuve d'une planification hyper méticuleuse pour tromper les autorités. Deuxième tactique, un autre type de récit tout aussi fabriqué. La fausse victime de discrimination de caste. Là, l'idée, c'est de s'appuyer sur un problème social qui existe réellement au Népal, la discrimination de caste, mais de le tordre complètement. Les demandeurs vont inventer des histoires de violence extrême, d'oppression. Ils vont prétendre qu'il est absolument impossible pour eux de vivre en sécurité dans leur pays. Et pour rendre ça crédible, les réseaux fabriquent de faux rapports de police, de faux articles de presse. On instrumentalise un vrai problème pour construire un mensonge. Troisième exemple, une méthode qui vise une catégorie de personnes bien précise en jouant sur des histoires très personnelles, mais malheureusement tout aussi fausses. Cette fois, la stratégie cible souvent des femmes seules ou divorcées. On leur fait apprendre par cœur des récits de violences conjugales très graves, de menaces de mort de la part de la famille, et pour appuyer le tout, on fournit de faux papiers de divorce, de faux certificats médicaux. Le point commun de toute cette tactique, c'est l'exploitation de la vulnérabilité pour monter un dossier qui a l'air solide, mais qui est bidon de A à Z. Mais attention, tout ça n'est pas sans conséquences. Ce n'est pas un crime sans victime, loin de là. L'impact de cette fraude est énorme et il touche beaucoup de monde. D'abord, le coût pour les personnes qui se laissent tenter. Pour ce raccourci, les réseaux facturent des sommes folles. On parle de 15 000 à 20 000 euros. C'est énorme. Ça plonge les gens dans des dettes dont ils ont ensuite beaucoup de mal à sortir. Ensuite, regardons ce chiffre, 38 à 40%. C'est le taux d'acceptation moyen de l'OFPRA. Le problème, c'est que l'avalanche de fausses demandes, notamment en provenance du Népal, fait que les vrais réfugiés népalais, ceux qui sont vraiment en danger, ont de moins en moins de chances de voir leurs demandes acceptées. Le système est engorgé et la méfiance s'installe. Et les conséquences sont encore plus larges. Ça crée une vraie crise de confiance. Tous les demandeurs de la région deviennent suspects. C'est une injustice terrible pour les personnes qui ont une histoire authentique, car leurs dossiers prennent plus de temps et sont examinés avec beaucoup plus de scepticisme. Et puis, ça jette le discrédit sur toute une communauté qui risque de se voir coller une étiquette d'arnaqueur à l'asile. Sans oublier que tout ça alimente un business très lucratif pour les réseaux criminels de trafic d'êtres humains. Bon, face à un problème d'une telle ampleur, la question c'est que peut-on faire? Comment protéger un système qui est là pour sauver des vies? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens d'agir. Il y a des canaux officiels qui sont sécurisés et, point très important, anonymes pour signaler ces fraudes. Concrètement, pour signaler une fraude à l'OFPA, comment ça se passe? C'est assez simple. D'abord, il faut essayer de rassembler des preuves. Le vrai nom de la personne, des photos, des captures d'écran de ses réseaux sociaux qui montrent sa vraie vie. Ensuite, on peut utiliser l'option de signalement anonyme directement sur le site de l'OFPA. Ou alors, troisième option, envoyer les preuves par la poste dans une enveloppe sans mettre d'adresse de retour. C'est simple et les autorités françaises et européennes garantissent la confidentialité de la personne qui signale. Il faut savoir qu'en fonction du type de fraude, l'interlocuteur n'est pas le même. Pour une fausse demande d'asile, c'est bien l'OFPRA. Pour un faux titre de séjour, il faut s'adresser à la préfecture. S'il s'agit de trafic organisé, c'est la police ou les lignes dédiées à la fraude. Et s'il y a une dimension européenne, il y a même l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. Ce tableau résume bien à qui s'adresser. Finalement, on se rend compte que lutter contre ces abus, ce n'est pas uniquement le rôle des autorités. C'est une responsabilité qui nous concerne tous. Il y a une phrase qui résume tout. L'asile est une bouée de sauvetage, pas un commerce. C'est ça le principe qu'il faut absolument défendre. Parce qu'il existe des solutions. La voie la plus sûre, c'est toujours la voie légale. Les visas étudiants, les permis de travail.
Il y a des canaux qui sont transparents et qui sont, au final, bien plus durables. En choisissant une voie légale, on se protège soi-même de l'exploitation des réseaux et on protège aussi l'intégrité et la réputation de toute une communauté. Et on peut finir sur cette question qui est vraiment essentielle. Quand un système qui a été créé pour protéger les plus désespérés est détourné, au final, qui paie le prix le plus fort? La réponse, elle concerne évidemment les fraudeurs, mais surtout, elle touche de plein fouet les personnes vraiment vulnérables, celles pour qui ce système est une question de survie.